Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va se retrouver dans cette vidéo pour parler des meilleures plantes pour soutenir le système immunitaire. Donc il n'y aura pas que des plantes, il y aura aussi d'autres suppléments naturels. Et bien sûr c'est un classement qui est subjectif, qui n'est pas objectif. J'ai voulu vous amener des plantes que vous connaissez déjà, donc il y en a certainement que vous connaissez, qui sont valeurs sûres, mais je vais vous en donner des un peu moins connus, qui peuvent être intéressants aussi, d'accord? Donc le plus important, ça reste de vérifier quand même que vous n'avez pas des contre-indications. Donc, si vous êtes enceinte par exemple, ou allaitante, ou si vous avez, je sais pas, un souci à la thyroïde par exemple, ou n'importe quel problème en termes d'encrinologie ou autre, ou des antécédents, etc., médicamenteux ou médicaux. Et donc vérifiez aussi avec votre médecin traitant ou au minimum avec votre pharmacien pour voir s'il n'y a pas des contre-indications ou des interactions médicamenteuses possibles si vous prenez déjà un traitement, que ça ne vienne pas interférer. Ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de contre-indication. Ça reste des molécules actives, donc on agit sur le cerveau, on agit sur l'immunité, etc. Donc ce n'est pas anodin. Ce qui va être déterminant, comme toujours, ça va être la dose et est-ce que c'est adapté à votre cas. Donc personne n'a le même cerveau et personne n'a la même sensibilité aux molécules. Et il y a même certaines molécules qui vont faire ce qu'on appelle un phénomène de compétition. C'est-à-dire que tu peux avoir des bons taux, mais en fait, elles vont passer ou non dans le cerveau. C'est que le cerveau sélectionne ce qu'il laisse passer dans son cerveau. Au niveau de la barrière hémato-encéphalique, il laisse passer ou non. Et par exemple, pour que la sérotonine puisse monter dans le cerveau, elle a besoin de sucre. Elle a besoin de sucre. Donc c'est pour ça que si vous avez par exemple une envie de sucre le soir, c'est que votre cerveau cherche à amener de la sérotonine dedans. Et donc c'est pour ça que quand vous prenez de la sérotonine, un complément ou quoi, souvent moi je conseille de prendre un petit carré de sucre, un petit carré de chocolat avec, pour que ça passe mieux. D'accord? Et vous avez ça à peu près avec tout. C'est comme le gingembre, le curcuma, on va l'activer avec du poivre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà quoi. Vous avez des manières de rendre un complément plus ou moins assimilable en termes de biodisponibilité, en l'associant avec des cofacteurs enzymatiques. D'accord? Donc on verra ça, mais je verrai ça avec vous. Donc le plus important dans une rééducation ou dans une pathologie, c'est le sommeil. Comme je vous l'ai dit, si vous ne dormez pas correctement, ne serait-ce qu'une semaine, vous avez 300 gènes qui vont s'altérer de manière potentielle. Ils ont pris des chatons, je vous avais parlé de cette expérience à l'époque. Je prends des chats, je les empêche de dormir, même si je leur donne à boire et à manger, eh ben ils vont mourir. Donc si tu ne dors pas, tu meurs. Tu meurs et tu vas t'exposer aussi à des risques cardiovasculaires, etc. Des risques, tu vas augmenter ton seuil de perception de la douleur, tu vas augmenter, tu vas moins tolérer la douleur en fait. Le fait de ne pas dormir, ça fait que la douleur, je vais l'apercevoir beaucoup plus qu'elle ne l'est, réellement. Ça va exacerber, si tu veux, mon stress en fait. Et du coup, ça va m'empêcher de tourner mon attention ailleurs que vers cette douleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand il y a une douleur chronique, je vous l'ai dit, le cerveau il a perdu son influence inhibitrice. Il n'arrive plus à freiner les signaux qui montent le long de la colonne vertébrale. Et donc le manque de sommeil va faire que je vais encore moins freiner ces signaux de douleur qui montent au niveau de mon cerveau. Et donc il va falloir trouver des plantes pour augmenter le sommeil, pour indirectement augmenter ma tolérance et diminuer cette perception de la douleur, cette nociception. D'accord? Parce que je vous l'ai dit, imaginez une douleur, c'est déjà avoir mal. Tu as mal, j'ai mal, il est content, je suis content, etc. Via les neurones miroirs. Donc, quand je dors, mon cerveau, il y a un système qui s'allume au niveau du corps, etc. Pas que le cerveau, je crois que c'est un réseau en fait qui est plus vasculaire, qui est le système glymphatique, d'accord.
Et ben, si je ne dors pas, ce système ne s'allume pas. Et ce système lymphatique, au niveau du sommeil, son rôle, c'est de manger les débris cellulaires dans le cerveau. Il mange les déchets, etc. Et si je ne dors pas, mon cerveau ne se purge pas. Et donc, je vais m'exposer à toutes sortes de maladies, en fait. Cardiovasculaires, perte de mémoire, problèmes de cognition, etc., etc., maladies chroniques, peu importe celle qu'on veut, je vais pas pouvoir répondre la bonne réponse immunitaire. C'est que le cortex insulaire, c'est lui qui module la réponse immunitaire. Il est lié, c'est vraiment la zone, si tu veux, de la conscience de toi et des émotions. Et quand tu dors, tu rêves, tu es dans un état introspectif et tu cherches une solution possible à un conflit inconscient. Et quand il y a une pathologie, il y a un souci inconscient souvent avec, et quasiment tout le temps, je pense, en fait. C'est que l'émotion, c'est un facteur d'apprentissage. Et quand il y a une mauvaise réponse du système nerveux central au niveau de sa réponse immunitaire, forcément, il y a une charge émotionnelle intégrée au niveau de l'hippocampe, c'est-à-dire la liaison des souvenirs, qui va définir ma prédisposition à choisir un comportement ou un autre. Et donc quand on parle de comportement, on parle de stratégie de défense immunitaire, de stratégie de survie. Donc c'est une stratégie de défense immunitaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc si je ne dors pas, je risque de ne pas donner une bonne réponse. Ça ne va pas m'aider à reprendre mon discernement. Et quand il y a un souci neurologique, comme la douleur chronique ou autre, en réalité, tout est neurologique en vrai, hein, je vous le dis, hein, et ben, je vais, comme je suis en dissociation cognitive, je vais pas réussir à faire des bons ponts, je vais pas réussir à consolider ma mémoire de manière correcte, même si j'ai l'expérience positive la journée, l'expérience qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand je dors, je consolide ma mémoire. Et donc ma mémoire, c'est elle qui définit ce que je sais, qu'est-ce que je fais de manière immunitaire, qui répond. C'est pas parce que c'est inconscient qu'on ne peut pas agir dessus. On peut agir dessus en modifiant les facteurs environnementaux. Mais il n'y a que le mouvement, je vous l'ai dit, lui-même, parce que l'appareil locomoteur, c'est la machine primaire de la vie, qui va faire que je vais pouvoir incorporer ces nouveaux comportements de manière durable. Parce que je vais agir sur ma mémoire de la spatialisation, sur ma mémoire du déplacement, et c'est la même zone du cerveau, ces deux-là, que la liaison des souvenirs, au niveau de l'hippocampe. Et l'hippocampe se connecte au cortex préfrontal, au cortex insulaire, donc, qui module cette réponse immunitaire. Et donc l'hippocampe projette comme ça, et il se parle. Ça se parle en fait. Cortex, hippocampe. Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc si je ne dors pas, je ne vais pas rétablir cette connectivité entre le cortex et l'hippocampe. Je ne vais pas graver ma mémoire un certain nombre de fois pour l'intégrer de manière durable. Donc que ce soit un médicament, une plante, etc., ça sera insuffisant. Vous devez avoir, comme je vous l'ai dit, le maximum de facteurs environnementaux. Gérer le stress, gérer le sommeil, faire des exercices physiques pour augmenter mon métabolisme et pour faire que j'incorpore mes nouveaux neurones dans un nouveau circuit neurologique. Sinon, en quelques semaines, mes nouveaux neurones, je vous l'ai dit, ils vont s'autodétruire. Et les nouveaux neurones, donc on parle de neurogénèse, de plasticité type neurogénèse, peuvent être créés de plusieurs endroits du cerveau, bulbe olfactif si j'ai bonne mémoire, mais aussi, surtout, ce qui nous intéresse dans ce cas-ci, de l'hippocampe, au niveau du gyrus denté, si j'ai bonne mémoire, d'accord? Et voilà. Donc, ce qui est très abondant dans un cerveau en termes de neurotransmetteurs, ça va être le glutamate qui va exciter mon cerveau. Je fonctionne, je suis en état de fonctionnement, d'éveil de conscience. Et donc ce qui fait que mon corps se relâche, qui est aussi très abondant, c'est le GABA. Alors, donc le glutamate, il est excitateur, mais il est non spécifique comme neurotransmetteur. Ça veut dire qu'il n'a pas de rôle précis. Si tu veux, c'est l'énergie, c'est la transmission de l'influx nerveux, quoi. Bam, bam, bam. D'accord? Il n'a pas de rôle spécifique. Alors que le GABA, c'est le seul neurotransmetteur, écoute bien ce que je te dis, c'est le seul neurotransmetteur qui est toujours inhibiteur, qui vient toujours freiner, qui vient freiner, qui fait que je vais dormir, qui fait que je vais me relaxer, etc. Et donc quand il y a un stress, le GABA, il se casse la gueule. Et donc je vous l'ai dit, quand il y a une douleur chronique,
En fait, c'est suite à un syndrome général d'adaptation, une phase d'alarme, une phase de résistance, une phase d'épuisement, et on a un effondrement physiologique où tous les neurotransmetteurs se cassent la gueule d'un coup. ACH, il n'y en a plus, magnésium, il est cramé, zinc, il n'y en a plus, GABA, il n'y en a plus, dopamine, il n'y en a plus. À la fin, il n'y a que le cortisol qui monte. Et donc, il y a une réponse du système nerveux central qui perdure. Cette réponse au stress perdure. Mais l'adrénaline, en fait, il n'y en a plus parce que elle a été usée. Tu vois, l'adrénaline, elle est faite pour faire face au stress avec la noradrénaline. Mais quand le stress est trop long, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Et le cerveau s'épuise et il se casse la gueule. Et la douleur chronique, c'est ça. Parce qu'il ne peut plus faire face au stress. Parce que le stress a été trop long et il a laissé une empreinte durable dans l'hippocampe. Et dans l'amygdale, en fait, il a provoqué le stress au niveau de la douleur chronique, c'est un stress, la douleur chronique, c'est un danger. Il a provoqué un désordre, une désorganisation au niveau de la fonction de l'amygdale. Il n'arrive plus à projeter correctement. Et l'amygdale, je vous l'ai dit, je vous ai fait une vidéo au niveau mémoire qui est complète, au niveau douleur qui est vraiment complète, elle fait 1h40. Mais donc, je vous l'ai dit, l'amygdale, il a 2 voies de projection. Il projette ou dans l'hippocampe ou dans le cortex. En fait, c'est pas exactement ça. Il a une voie rapide et une voie lente. Et donc, la voie lente, elle prend le temps de savoir ce que le cortex pense et après, il répond. Mais la voie rapide, elle projette tout de suite au niveau de la moelle épinière, au niveau, je crois, de l'autoroute. Elle projette tout de suite au niveau de l'autoroute. Ça veut dire que j'ai plus la capacité d'analyser l'information pour y répondre correctement, au niveau de la modulation immunitaire. Vous comprenez, du cortex insulaire, qui va évaluer l'intensité de la douleur. Donc il ne dit pas que ça fait beaucoup mal, il fait juste dire que ça fait beaucoup mal ou un peu mal. Il ne sait pas dire j'ai mal. J'ai mal bien avant que mon cortex soit au courant. Donc il faut aller hacker ce système en termes primitifs. Et donc le sommeil, c'est quelque chose de primitif. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas de conscience dessus, on n'a pas de prise dessus. Donc il va falloir l'induire, favoriser les facteurs qui disent « Ah mais je suis en sécurité ». Et donc il va falloir remettre des taux normaux au niveau du GABA. Donc on parle d'axe GABAnergique. D'accord? Donc ce qu'ils vont donner les médecins et les médecins de la douleur, etc., c'est de la gabapentine par exemple. Bon, moi j'ai un petit souci avec les médicaments, vous savez ce que je pense, je suis peut-être trop extrême, mais les médicaments c'est de la merde pour moi en fait, c'est de la synthèse et je pense que biotechnologiquement on a tout naturellement en mieux. Avec des effets secondaires beaucoup plus gérables, avec des risques d'addiction beaucoup moins, des risques d'accoutumance beaucoup moins. Et il y a tellement de plantes, je suis sûr qu'il y a une molécule pour tout le monde, pour le cerveau de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque cerveau est différent. Et ce qu'on peut reprocher à ces médicaments, c'est que c'est trop standard. Et en plus, c'est pas adapté, pour moi, hein, à la biotechnologie humaine. Tout simplement, on va pas soigner du vivant avec du mort. Et pour moi, le médicament, il est mort. Alors que je pense, grâce à une plante, malgré tout, bon, je suis trop spirituel peut-être, hein, m'en voulez pas. Pourtant, je suis très scientifique, hein, tu vois, en vrai. Mais je pense que les plantes, elles ont malgré tout des énergies. Je pense qu'elles ont malgré tout des vibrations. Et surtout, au-delà de ça, on s'en fout ça, elles ont une expérience qu'on n'a pas. Tu vois, c'est que la plante, elle s'est adaptée à l'environnement, au climat, au danger, au stress. Donc, elle a développé des molécules pour faire face aux dangers, etc. Elle fait partie de notre évolution commune, c'est ça que je veux dire. Elle a été créée pour vivre en écosystème avec nous. Donc, forcément, on va y répondre de manière beaucoup plus organique. Voilà, c'est plus le terme que je cherche en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas de la synthèse. Donc, on a cette proximité avec le monde animal et végétal qui est mis de côté par la médecine moderne et on ne comprend pas pourquoi. Enfin, si, on comprend pourquoi. Voilà. Et donc, la première plante que je vous conseillerais pour votre sommeil, ça serait la L-théanine. Donc, je vous l'écrirai de toute façon. Je vous écrirai les termes. Donc, c'est la L-théanine. La L-théanine, c'est un substitut du GABA. C'est un dérivé du thé. Si j'ai bonne mémoire, ça a été trouvé par un japonais. Et ça, quand tu le prends la journée, ça va t'aider à te concentrer. Quand tu te prends le soir, ça va t'aider à t'endormir. Ça va changer les ondes de ton cerveau pour que tu te relaxes. Et donc, ça peut t'aider à te concentrer ou à t'endormir. Ça va être intéressant aussi pour tout ce qui est TDA, pour tout ce qui est stress d'une manière générale, pour tout ce qui est sommeil, parfois ce qui est douleur. C'est même
intéressant pour les schizophrènes en vrai, parce que vous êtes sur quelque chose qui peut même être un peu antipsychotique. D'accord? Donc c'est très intéressant, c'est très très intéressant. C'est pour ça que je vous le conseille. Bien sûr, classique très connu, la mélatonine, qui est aussi un anti-inflammatoire. D'accord? La mélatonine qui va accélérer l'endormissement. Et la sérotonine devient de la mélatonine le soir. Donc si vous êtes en dépression, ou que vous avez une douleur chronique, ou vous êtes en TOC, bah, il y a une galère dans la sérotonine, parce que c'est la même physiopathologie en fait, hein, ces trois-là. Et ben je vais pas pouvoir avoir ma mélatonine le soir. Et donc je vais pas pouvoir m'endormir correctement. C'est la même brique de base au niveau du tryptophane. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la mélatonine va vraiment réguler tout. En vrai, elle va agir même au niveau des horloges cellulaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les cellules, elles ont des rythmes. Il y a vraiment un rythme cellulaire. Et donc, il y a comme des petites horloges dans la cellule. Et donc, elle sait à tel moment, elle doit faire ça, à tel moment, elle doit faire ça. Au niveau circadien, etc. Et si j'ai pas de mélatonine, bah, je vais pas avoir le bon rythme en fait. Donc la mélatonine, elle est intéressante. Elle est intéressante. Donc moi, je vous conseille pourquoi pas de l'associer le soir avec du magnésium pour accélérer l'endormissement. Donc le magnésium peut vous aider aussi à dormir, bien sûr. Mais de toute façon, on parlera un peu plus du magnésium après. Pourquoi pas avec de la passiflore, de la B6, etc. N'hésitez pas à arranger vos compléments comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de règle fixe. L'important, c'est de trouver votre bonne synergie de plantes. Si une suffit, tant mieux. S'il en faut 2 ou 3, tant mieux aussi. Il faut juste trouver votre bonne synergie et votre bonne dose. D'accord? J'aurais pu parler de la valériane, mais je la mets de côté pour les plantes de l'anxiété, que je vous garde après. Donc, voilà. N'hésitez pas à taper dans le tilleul, dans le houblon, dans les fleurs d'oranger, par exemple, et la camomille, par exemple. D'accord? Qui est pas cher. Et c'est pour ça que j'aime les trucs pas chers, parce qu'on peut les refaire facilement. Donc la camomille, c'est aussi un anti-inflammatoire. Donc c'est intéressant. D'accord? La verveine aussi, ça peut être intéressant, mais la verveine, je le conseille plus pour la digestion. Vous voyez ce que je veux dire? Valeur sûre pour ce qui est digestion. Voilà. Donc j'espère que c'est assez complet. Ça peut déjà vous donner des petites choses à essayer. Donc maintenant, on va parler de la dopamine. Donc la dopamine, c'est pas que la motivation ou le circuit plaisir-récompense. C'est aussi le contrôle moteur fin. C'est aussi la planification dans le futur. Quand il y a une douleur, je n'arrive plus à me planifier. C'est pour ça que quand il y a un syndrome général d'adaptation, je vous l'ai dit, et que j'arrive plus à m'adapter à l'environnement, ma dopamine, elle se casse la gueule. C'est aussi l'évitement actif de la punition. Et c'est aussi... ça va agir de manière plus globale qu'on le pense. C'est ça que je veux vous dire simplement. Donc on va parler d'axe dopaminergique. D'accord? On va parler d'axe dopaminergique. Et ce qui est le plus développé chez un humain, je vous l'ai dit, c'est le striatum et le cortex insulaire, qui baignent dans la dopamine. D'accord? Le cortex préfrontal, ça baigne dans la dopamine. Tout ça, striatum, cortex, ça baigne dans la dopamine. Et donc, et dans l'ocytocine, au niveau de la tendresse, etc. Ce qui prouve qu'on est des êtres sociaux. Et surtout, par rapport aux animaux, c'est plus développé. Aux animaux que je fais la comparaison. C'est pour ça qu'on a si on peut appeler ça une intelligence, on a ce langage, voilà, disons ça plutôt. Et cette imagination. Et le fait que ces zones qui sont les plus développées chez un cerveau humain, ça baigne dans la dopamine, ça veut dire que le cerveau, écoutez bien ce que je dis, c'est super important, il est à dominance dopaminergique. C'est-à-dire que c'est l'hormone qui domine en vrai, qui va choisir indirectement ma prise de décision. C'est que je peux apprendre que si c'est positif émotionnellement. Expérience, dopamine, plaisir, circuit, récompense, mais aussi motivation. Et donc il faut une motivation pour choisir un comportement de défense, une stratégie de survie, une réponse immunitaire. Et donc c'est le cortex qui module cette réponse immunitaire. Vous comprenez où je veux en venir? Donc, étrangement, le tabac c'est une plante enseignante, et donc le tabac va libérer de la dopamine dans le cerveau, mais aussi
mimer les effets de l'acétylcholine. C'est un neurotransmetteur qu'on verra juste après, enfin dans quelques instants. Donc je ne vous conseille pas de fumer, hein, c'est parce que je conseille, mais ouais, c'est intéressant de le savoir. Donc la seule plante où vous avez un taux de dopamine comme ça, c'est une plante d'Ayurveda qui va agir au niveau du L-Dopa. D'ailleurs, les médicaments de Parkinson qui vont donner sont synthétisés à partir de cette plante. Ils ont copié la molécule en fait, parce qu'ils savent que copier les humains en fait. Hein. Et ben, même s'ils se pensent supérieurs, et ben c'est le Mucuna pruriens. Ne vous en faites pas, je vais vous l'écrire. Le Mucuna pruriens, ça va agir sur ces niveaux de dopamine. Si ça peut vous aider, je vous l'écrirai. Troisièmement, les plantes de l'anxiété. Donc numéro 1, la valériane, aussi appelée Valium végétal, qui est un anxiolytique léger, qui a aussi des qualités sédatives, qui a une valeur sûre. Donc pas en gélule, je trouve que c'est un peu naze, hein. Elle est plutôt sur de la tisane en vrac, en herboristerie, d'accord. Vous faites infuser ça, je sais pas, 10 minutes, une cuillère à café, vous voyez. Et ça peut cogner, hein. Ne croyez pas que la valériane, c'est parce qu'ils en mettent pas assez dans les sachets, en fait, qu'on n'a pas assez l'effet qui... C'est un peu comme un... C'est Resta, ouais, ce que je veux dire. C'est un peu l'effet que ça va faire. D'ailleurs, si vous couplez, je sais plus, valériane, mélisse et un autre, je sais plus, c'est pas le pavot, je sais plus, vous allez avoir un effet similaire au Temesta. Ils le savent, hein, mais c'est plus rentable de vous donner des Temesta. Donc, deuxième plante intéressante pour tout ce qui est crise d'angoisse, que je conseille aussi de temps en temps, assez régulièrement, c'est le rooibos. Donc, je vous l'écrirai, vous en faites pas, c'est pas cher en supermarché, Carrefour, etc. C'est une plante d'Afrique du Sud qui est appelée thé rouge, mais c'est pas du thé, qui va être intéressant. Je crois que j'ai pas de mémoire, c'est de la quercétine, un truc comme ça, au niveau du système nerveux central. Donc c'est aussi un anti-inflammatoire, c'est intéressant. Vous comprenez que quand on parle de douleur chronique, de TOC ou de dépression, il y a une neuroinflammation dans le cerveau. Et donc de toute façon, les anti-inflammatoires sont toujours bons. C'est pour ça qu'on parle que les nutritionnistes vont nous parler souvent de nourriture anti-inflammatoire, régime cétogène ou ce que tu veux. Ouais, je veux dire, tout ce bordel. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas parce que je mange des trucs anti-inflammatoires que je vais refaire de l'expérience avec mon cerveau pour pouvoir réapprendre. Ça, il n'y a que le sommeil qui va pouvoir consolider ma mémoire et l'exercice physique. Et comme je vous l'ai dit, pas n'importe comment. C'est pour ça que je fais de la réadaptation. Parce qu'il n'y a que le mouvement lui-même qui est la pierre angulaire de ma réintégration. C'est que si je ne bouge pas, mon cerveau ne sait pas qu'il existe. Vous comprenez ? C'est que l'environnement est une source d'information directe. Et donc quand j'ai un souci, mon cerveau n'arrive plus à se placer dans l'espace. Il n'arrive plus à avoir vraiment une conscience de lui. Et c'est ça la dissociation cognitive. C'est comme si je me regardais derrière une caméra, que j'étais spectateur. La peau est le capteur goniométrique des articulations. Elle me dit où est quoi dans l'espace. Et donc le lien psychocorporel, il est sous la peau. La vasomotricité, le sang entre la peau et le fascia superficiel. Et sous le fascia superficiel, vous avez le muscle. Il est là, le lien psychocorporel. Et cette vasomotricité, elle est régie par quoi ? Par les nocicepteurs, les capteurs de pression et de température. Donc des capteurs de douleur, mais qui vont me dire il y a un danger, il n'y a pas un danger. Et c'est pour ça que organiquement, si vous avez un organe qui déconne, la peau va être au courant. Je vous l'ai dit plein de fois, la plus grande oubliée des ouvrages scientifiques, c'est pas le fascia, c'est la peau. La peau qui a la même information génétique qu'un neurone, mais l'information n'est pas lue de la même manière. La peau, elle peut détecter les objets, la géométrie des objets de manière très complexe, comme un processeur. Et ça, normalement, il n'y a qu'un cerveau qui peut le faire. C'est-à-dire que la peau, c'est déjà un cerveau. C'est ça que je veux vous dire. La peau, c'est un cerveau mis à plat. Chaque cellule, en vrai, est un petit cerveau, si on veut. Vous voyez, il faut un peu casser ces nomenclatures, il faut un peu casser ces restrictions de visualisation. Tout communique. Les cellules, elles parlent entre elles. On parle de crosstalk. Je vous l'ai dit, j'ai des formations aussi j'ai une formation en biologie cellulaire que j'avais passée, donc j'ai des bases dans un peu tout. C'est pour ça que je peux un peu taper partout et avoir cette vision globale que la médecine moderne n'a pas, et que peu de thérapeutes d'ailleurs en ont, même s'ils s'en vantent. D'accord ? Donc vous avez la mélisse aussi, qui est une plante très connue contre l'anxiété. Je sais que j'ai une amie à moi qui en conseille beaucoup, qui va agir justement, qui bosse en endocrino. Coucou, je te fais un coucou Laurence, si tu m'écoutes, qui bosse beaucoup tout ce qui est endobiogénie, vous voyez ce que je veux dire ? Au niveau de la Belgique, d'accord ? Parce que j'ai des amis belges aussi qui sont... j'ai des amis un peu partout d'ailleurs en thérapeute. Donc voilà, je vous mets un petit bonus, bon, je vous l'ai mis parce que voilà, c'est l'huile essentielle de lavande par exemple. Bon, je vous en rajoute un autre aussi, l'huile essentielle par exemple d'ylang-ylang. On sait que
que le nez, ça va agir sur les souvenirs dans le cerveau. L'odeur va agir sur le cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Le cerveau fait des apprentissages associatifs. C'est un des trucs que les gens ont le plus de mal à comprendre. Et beaucoup de réadaptateurs, de physiothérapeutes, de kinés même, ont du mal à le comprendre qu'il faut bosser en association. C'est que le cerveau fait de l'association pour apprendre. Et ça, ils ne comprennent pas. Ça veut dire que si je te fais faire un exercice physique et que je te mets une huile essentielle dans la pièce, et ben quand tu dors, si je te mets la même huile essentielle, tu vas répéter l'exercice physique, mais le fait que même quand tu dors, tu sens l'odeur, tu vas apprendre 2 fois plus vite. Enfin, ou tu vois, tu vas apprendre plus vite. Parce que tu vas dire, ah, c'est cette odeur à ce moment-là, et tu vas faire de l'association au niveau des stimuli. Et donc, plus je vais agir par le sens du toucher, le sens visuel, le sens du son, le sens de l'odeur, etc., par mon expérience, en faisant un mouvement, c'est toujours le mouvement, vous voyez, et ben, je vais l'associer un son, une sensation, une odeur, et donc un souvenir, c'est ce que ça va faire. Ça va m'aider à construire un souvenir, parce qu'un souvenir n'existe pas, c'est une construction, et donc la douleur chronique est une construction. Et ben, vous voyez, je veux dire l'importance du sens. C'est pour ça que il faut vous masser pour au niveau du sens du toucher. Je conseille tout le temps d'écouter de la musique classique pour agir au niveau de votre cerveau. Ça va faire travailler votre plasticité du cerveau. Comme le langage, hein. Les zones du cerveau qui s'allument quand il y a la musique, c'est comme le langage. Et le langage, c'est les neurones miroirs. Et les neurones miroirs, c'est le même système qui fait un mouvement. Quand j'imagine que je fais un mouvement, quand je vois quelqu'un faire un mouvement, mon cerveau le fait un certain pourcentage. Et quand je le fais, c'est eux qui s'allument. Et donc, c'est le même système qui code l'action qui la réalise. Les autistes, ils ont un souci au niveau de ces neurones miroirs. On parle de la théorie du miroir brisé. Et donc, c'est les neurones miroirs qui font que je marche en société. Tiens, il chasse la bête comme ça, je chasse la bête comme lui. Donc vous avez ce mimétisme pour collaborer et pour apprendre vite. C'est que les neurones miroirs sont faits pour que je puisse apprendre vite en imitant les autres. Et les animaux, c'est comme ça qu'ils apprennent. Tiens, la lionne, elle chasse comme ça, je dois chasser comme ça. Et donc on est des êtres sociaux. Vous comprenez l'importance? Je sais, je m'égare beaucoup, mais je trouve que c'est intéressant. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je sais que c'est intéressant. Et du coup, quand il y a une douleur chronique, c'est la même zone du cerveau que le rejet social. Avoir mal, c'est être rejeté par les autres parce qu'on est rejeté par soi-même en premier. C'est que pour le cerveau, c'est fou ce que je vais vous dire, mais je pense que pour le cerveau, il n'y a pas de différence entre lui-même et les autres. Et que plus l'environnement va être réconfortant et plus il va me stimuler, et plus je vais avoir d'interaction, plus je vais être intelligent. Et plus je vais être intelligent, plus je vais répondre au niveau de ma réponse immunitaire de manière correcte. Et quand je parle d'intelligence, je ne parle pas de logique, je parle d'intelligence émotionnelle. Et donc, c'est pour ça que je conseille souvent des art-thérapies. En plus, tu vois, c'est pas mon métier, je dis, voilà, tiens, je faisais du dessin, j'en fais plus. Et ben, la personne, elle vient me voir, elle me dit, bah, je souffrais, je fais du dessin, j'en fais plus. Bah, ça serait con, tu vois. J'essaie toujours subtilement de ramener les gens un peu vers ce qui leur fait plaisir et ce qui leur développe leur créativité. Tu es musicien, tu es sculpteur, même les jeux vidéo vont agir sur les neurones miroirs, d'accord? Donc tout ce qui a trait à l'imagination va être positif pour le cerveau. Parce que imaginer, c'est définir sa propre réalité. Ouais, je veux dire, donc le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Donc les médecins, parce que j'en ai trop vu moi aussi, hein, c'est dans la tête, connard, c'est pas dans la tête, c'est dans le système nerveux. C'est que on est sur un arc spinal auto-perturbé, auto-entretenu, et donc le souvenir tourne en boucle. C'est ça la douleur chronique. Donc le cerveau s'inflamme, et quand il s'inflamme, il fait quoi? Il souffre. Donc quand il y a une douleur, c'est pas dans la tête, le cerveau souffre de manière concrète. Et les neurones, ils meurent. Quand quelqu'un il a des douleurs chroniques, c'est pas dans sa tête, c'est que les neurones meurent de manière concrète. Parce que l'hippocampe, il est atrophié. L'amygdale, il est hypertrophié. Le cortex, il est atrophié. L'amygdale, c'est le cerveau, c'est l'alarme du cerveau, je vous l'ai dit, qui gueule et qui empêche les aires du cerveau de parler entre eux. Donc, il faut lui faire fermer sa gueule à l'amygdale et remettre cette connectivité cortex-hippocampe pour qu'il puisse faire des ponts par l'expérience. Donc, il faut qu'il crée ces nouveaux neurones par l'hippocampe, donc créer des nouveaux souvenirs. Donc, il faut un maximum de facteurs qui me permettent de créer ces nouveaux neurones. Donc, faites appel à votre imagination, augmentez les taux d'oxygène pour l'hippocampe. Et faites du mouvement pour que le cerveau crée des endorphines qui puissent
lui-même fonctionner. Le meilleur antalgique, c'est le cerveau. Donc je vous ai préparé des plantes antalgiques, antidouleurs, mais le meilleur antalgique, je vous le dis les amis, c'est le cerveau lui-même. Il est capable de créer des endorphines endogènes. Donc le blabla mental, machin, dis-moi où tu as mal, etc., pourquoi pas un peu, c'est intéressant, mais si je me sens bien, je vais bien. Faut arrêter les conneries à un moment donné. Donc c'est pas la pensée positive qui va me faire freiner mes signaux le long de la colonne vertébrale. Ce qui va me faire freiner mes signaux le long de la colonne vertébrale, c'est changer mon attention pour que mon cerveau sélectionne les signaux autrement, pour que mon émotion elle change. Et si mon émotion elle change, mon attention elle change. Et donc après, si j'ai ça, je dors pour apprendre et je dors pour oublier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut des exercices adaptés et trouver une étiologie, une cause de cause au niveau du désordre, du système nerveux central et du désordre du système musculaire, de l'équilibre musculaire. Et ça, c'est mon métier, de trouver les déséquilibres musculaires et de trouver les plantes qui peuvent soutenir votre système immunitaire. Donc, je pense que vous avez compris. Donc, on va regarder maintenant les plantes contre la mémoire, enfin qui vont aider, qui vont booster votre mémoire, votre apprentissage et votre contraction musculaire. Donc, on parle d'axe cholinergique. Donc, l'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur principal de la jonction neuromusculaire. Plante que je conseille à tout le monde. La sauge, c'est une des meilleures plantes pour le cerveau, particulièrement pour les femmes. Elle va agir au niveau des œstrogènes. Donc c'est un régulateur hormonal, en plus d'être un anti-inflammatoire, comme toujours. Numéro 2. Le bacopa, c'est une plante très intéressante qui nous vient de l'Ayurveda, qui va agir aussi au niveau de l'ACH, de l'acétylcholine, de ce neurotransmetteur, de la mémoire, de la contraction musculaire et de l'apprentissage. D'accord. Et un dernier, c'est pas une plante, c'est le seul champignon de la sélection que je vous ai faite, c'est de la crinière de lion. Crinière de lion que je conseille quasiment tout le temps. Crinière de lion, c'est un champignon qui aide les neurones à survivre dans le cerveau, qui va agir au niveau des facteurs neurotropiques, qui va, au niveau BNF, etc., qui va réduire l'inflammation dans le cerveau. C'est un anti-inflammatoire systémique, c'est-à-dire qu'il tape partout, comme le curcuma ou le Boswellia serrata. Mais on verra les anti-inflammatoires après. Et donc la crinière de lion va régénérer les nerfs de manière concrète. Donc ça peut être intéressant quand on parle de neuropathie type diabète aussi, diabétique, etc. Et donc c'est un truc que je conseille tout le temps. Ils ont fait des expériences, ils ont déclenché des AVC à des rats, ils leur ont donné de la crinière de lion, juste après l'inflammation elle a diminué de 40%. Et bien sûr la crinière de lion n'est pas prescrite dans les hôpitaux, pour les humains. J'ai du mal à comprendre des fois un peu comment ça marche. J'ai du mal à comprendre comment c'est possible. Même si j'ai ma petite idée. Et donc, en bonus, pas cher, le romarin, qui va agir au niveau de la CH, et le thym, qui va agir au niveau de la CH. Et aussi, en complément, pourquoi pas, moi je sais que ça me fait mal à la tête, mais tout le monde est différent, vous l'avez compris. C'est le ginkgo biloba. Mais il va agir, en fait, c'est par rapport au niveau du sang. Et comme il va agir au niveau du sang, il va agir au niveau de la mémoire. Et je veux dire, c'est toujours l'oxygène-mémoire. Hippocampe, oxygène-mémoire. C'est pour ça que le meilleur exercice physique pour un cerveau, c'est la course à pied. Parce que je vais augmenter les taux d'oxygène dans le cerveau. Mais le souci, c'est que quand on a des douleurs chroniques, on a développé des mauvais schémas moteurs compensatoires. Et donc, on ne peut plus marcher, on ne peut plus courir parce que le bassin il est tordu, parce qu'il y a une fausse jambe courte, parce que j'ai plus une bonne posture. Donc j'ai une étiologie posturale j'ai un souci au niveau postural qui pose souci, qui m'empêche d'avoir les bons indicateurs au niveau de la gravité terrestre. C'est que mes muscles ne sont pas coactivés correctement, ils sont déséquilibrés et donc je ne peux pas faire face à la gravité. Donc il faut déjà remettre les bonnes charges de compression en corps, que la tension soit répartie de manière globale, de manière homogène, pour faire face à cette gravité, pour que je ne compense plus une fois que je suis debout. Et la reprise de cours juste et corrigiste, c'est la dernière étape. Donc moi, quand j'ai quelqu'un en rééducation, je dis pour rigoler, dans le monde utopique de Narnia, si on remet tous les schémas moteurs correctement et qu'il n'y a pas trop de soucis neurologiques, qu'on arrive à reprendre la commande, il faut à peu près minimum 9 mois pour avoir des résultats super solides et peut-être espérer à recourir. Mais après, là, je vous parle de polyalgie multi-étagée. Je vous parle de trucs, de douleurs chroniques, plus j'ai merdé hanche épaule, épaule cou, ouais, je veux dire. Mais voilà. Il faut retourner vers la verticalité progressivement.
Numéro 5, je vous ai mis, bon c'est pas vraiment une plante, hein, mais je vous ai mis les oméga 3. Et donc les meilleurs oméga 3, c'est les DHA. C'est ceux qui ont la meilleure bioaccrétion, que je vais assimiler le plus. Et les graisses, il faut des bonnes graisses, surtout le matin, parce qu'elles vont passer la barrière de mon cerveau. Donc le sucre, si tu veux, ça va faire l'énergie dans mon cerveau, mais la graisse, c'est vraiment le support, si tu veux, de protecteur de mon cerveau. Et même les graisses, c'est ce qui enveloppe chaque cellule. J'ai ma cellule, j'ai mon noyau, j'ai ma membrane cellulaire. Donc les cellules, elles parlent entre elles. Les cellules, elles respirent. Elles respirent de l'oxygène, elles convertissent ça, je la fais bien la cellule, hein. Elles convertissent ça en CO2 et en molécules d'eau. Quand il y a une douleur chronique ou une pathologie en vrai, il y a un souci cellulaire. C'est-à-dire que la cellule, elle ne communique pas avec sa voisine. Et donc, c'est-à-dire qu'elle ne respire pas correctement. Et donc, il va falloir aider cette respiration cellulaire au niveau de l'énergie. Au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que l'ATP, c'est la pile énergétique de la cellule. La cellule, elle bouge, elle a un corps, elle a un squelette. Et quand le squelette bouge, le cytosquelette, elle marche sur un pied, la cellule elle a comme un pied, la mélipode, d'accord. Et ben, tant que ma cellule elle n'a pas d'énergie correcte, il y a une crise énergétique dans la cellule, je vais me casser la gueule. Je vais pas fonctionner, je vais pas parler correctement avec mes voisines, d'accord. Donc le point trigger, parce que je bosse que dessus, beaucoup dessus, je suis spécialisé dessus, c'est une crise énergétique de l'ATP, la crise de l'énergie elle-même, qui peut toucher tout ce qui est mou dans le corps humain. Peau, nerfs, fascia, muscles, ligaments, tendons, même périos, la pellicule de l'os, bref. Et donc, ma cellule, elle est entourée d'une bicouche lipidique, d'une couche de graisse. Si j'ai pas assez de graisse autour de ma cellule, que ma cellule, elle n'est pas graissée, elle ne peut pas parler avec sa voisine. Donc, c'est important d'avoir des graisses. Je peux prendre toutes les plantes que je veux de la terre, je peux prendre tous les compléments de la terre, dépenser des milliers d'euros. D'ailleurs, c'est un business. Prenez-en quelques-uns, essayez, ça ne marche pas, vous arrêtez. D'accord. C'est du business, tout ça, vous comprenez. Donc, il faut en sélectionner quelques-uns qui vous correspondent. Et voilà. Et ben, je peux avoir tous les neurotransmetteurs de la Terre. Si j'ai pas assez de graisse dans le système, mes neurotransmetteurs vont pas faire leur travail. Il va pas y avoir de communication cellulaire, en fait, s'il n'y a pas assez de graisse dans le corps. Donc, c'est pour ça qu'il faut des bonnes graisses. Et donc, les meilleures graisses, en termes de communication, c'est les DHA que vous allez avoir dans les poissons gras. Donc j'ai des potes à moi et des patients qui sont véganes, donc je leur conseille plutôt de l'huile de nigel, qui est une valeur sûre, qui est anti-inflammatoire. Donc les oméga 3 vont aussi agir sur la perméabilité de l'intestin. Donc si vous avez des soucis d'hyperméabilité, c'est aussi des anti-inflammatoires et bien sûr pour la mémoire, évidemment, vous avez compris. Et l'huile de nigel, donc en gélule, vous prenez en gélule, c'est du cumin noir, la graine des pharaons. Le prophète sallam dans l'islam disait que ça soigne tous les maux sauf la mort. Et il y a même des vertus au niveau de l'huile de nigel, au niveau immunitaire, au niveau vraiment de facteurs très profonds en termes d'immunomodulation. Donc l'huile de nigel est vraiment très intéressant, même pour ce qui est maladie auto-immune. D'accord. Et je vous en ai mis un deuxième, bon c'est pas des oméga 3, donc à petite dose, hein. La noix de coco, l'huile de noix de coco, il y a des facteurs neuroprotecteurs dedans qui peuvent être intéressants. Mais ne suppléez pas vos oméga 3, vos huiles d'olive, vos huiles de colza par de l'huile de coco. Essayez de varier, quoi. Vous pouvez en mettre un peu, mais ne cuisinez pas de manière exclusive à l'huile de coco. C'est ça que je veux dire. Sinon, vous n'allez pas avoir les oméga 3 qu'il faut. Voilà. Ok, donc j'espère que ça vous intéresse. Je continue. Donc je vous ai dit le magnésium et le zinc. Donc les meilleures formes de magnésium et de zinc, je les ai mis dans l'eau, c'est le bisglycinate. C'est-à-dire que le magnésium marin, c'est médiocre. Et le zinc, l'oxyde, etc., c'est de la merde aussi en fait. Vous comprenez qu'on est sur des minéraux, on est sur des sels, et qu'il y a un taux de solubilité. Ça va fondre en fait, ça se répand dans le sang. Et donc plus il est soluble, meilleur je vais l'assimiler, et donc ça va définir sa biodisponibilité, ce taux de solubilité. Vous comprenez qu'on est sur de la pharmacocinétique. J'absorbe, je métabolise, je distribue et j'élimine. D'accord. Et donc le magnésium,
il est à 70% présent, 60-70% présent dans le sang. Le magnésium, c'est 300 fonctions métaboliques. Le zinc, c'est 200 fonctions métaboliques. Le zinc, il va cicatriser notamment, mais pas que. En fait, il y a tellement de choses à dire sur le magnésium et le zinc que je pourrais faire une vidéo dessus, mais je pense que vous l'avez compris que c'est essentiel. Ce que je veux vous dire, pour faire simple, c'est que le magnésium, il va purger la synapse. Vous comprenez, j'ai ma synapse, j'ai ma fente synaptique, mes neurotransmetteurs ils se mettent dedans, et je capte ou je capte pas. Tu vois, je prends cette molécule ou je la prends pas. Et du coup, le magnésium va faire le reset de la synapse au niveau du système nerveux. Ça le permet de nettoyer le système nerveux, de le purger, de le resetter. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est comme si tu veux l'auto-entretien constant. Donc le magnésium, c'est vraiment le fait que les synapses, elles se purgent, boum, 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 ça travaille. Donc le calcium contracte le muscle, bam, et le magnésium va le purger. La synapse, et donc il va détendre le muscle, vous comprenez? Bon, le souci d'un point trigger, c'est qu'il y a de l'hypoxie et qu'il y a une vasoconstriction. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de magnésium, il n'y a rien. Vous comprenez? C'est une hypoxie, il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas d'oxygène, et ben il n'y a pas d'influx nerveux. Le point trigger, quand le muscle ne fonctionne pas, le souci, il est parce que c'est un problème de sang et d'influx nerveux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'hypoxie, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc le point trigger, c'est des points de 2-3 mm, des micro-environnements pro-inflammatoires et pro-contractiles qui fait qu'il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Donc j'ai beau prendre mes compléments alimentaires, mon magnésium, il ne va pas suffire à lâcher le nœud, à lâcher la contraction musculaire. Qu'est-ce qui peut faire ça? Il n'y a que le mouvement lui-même. Il faut masser pour créer un peu d'espace, ça va préparer le terrain si tu veux, en faisant des micro-lésions, essayer de remettre un peu de lien au niveau des neurotransmetteurs, mais ça ne sera pas suffisant. On va juste créer l'espace, mais il n'y a que le mouvement lui-même qui va remettre l'impulsion nerveuse pour faire cet effet de pompe, pour que le muscle puisse se recontracter et se relâcher sur lui-même. Le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. Comment je l'active si je ne peux pas le mobiliser? C'est-à-dire le percevoir avec mon cerveau. Quand il y a une douleur chronique, je ne le perçois plus. Donc il va falloir faire des contractions isométriques, c'est-à-dire décontracter, relâcher, et des contractions flash. Remettre les bonnes commandes et penser en termes d'équilibre musculaire. Où sont les inhibitions motrices? Est-ce qu'il y a une dominance des synergistes? Qu'est-ce qui prédomine? Et donc ça, c'est mon travail. D'accord? Donc pensez à ça. Parce que la qualité de la contraction va induire le relâchement, va directement avoir un impact sur le relâchement du muscle. La contraction du muscle est une contraction en réponse à son propre étirement. Et donc la vitesse de contraction change la force du muscle. Un muscle qui ne fonctionne pas, c'est un muscle qui a du retard. Comme il a du retard, c'est que je n'ai pas le bon contact avec mon cerveau. Et donc comme je n'ai pas le bon contact, mon cerveau il ne sait plus qu'est-ce qui fait partie de lui, où est quoi dans l'espace, comment je coordonne tout ça. Et donc il y a un souci de dissociation, aussi bien au niveau du cerveau et aussi au niveau des membres. Vous voyez ce que je veux dire? Des membres ne sont plus perçus. Donc je ne sais plus c'est quoi ma hanche gauche, c'est quoi ma hanche droite, c'est quoi mon bas du dos, parce que tout est connecté. Et vous êtes sur des complexes interdépendants et des articulations interdépendantes. Hanche, épaule, épaule, cou. D'accord? Hanche, bassin, rachis, lombaire. D'accord? Complexe lombo-pelvis-fémoral. Donc les meilleurs antioxydants. Bon, j'aime bien ce qui est endogène, vous commencez à me connaître, c'est-à-dire j'aime bien ce que le corps fabrique tout seul. Donc les meilleurs antioxydants, c'est l'acide alpha-lipoïque, c'est-à-dire que vous êtes sur l'antioxydant universel, qui a une capacité à aller dans les tissus, le cerveau comme rien d'autre, partout de manière très rapide. Il va un peu comme séquestrer. Vous savez, il va séquestrer, il va agir au niveau human leucocyte antigène, c'est-à-dire le gène qui dit ça ne fait partie de moi, pas partie de moi. D'accord? Et donc l'acide alpha-lipoïque, quand vous allez faire pipi, ça peut faire une odeur d'asperge. C'est normal, c'est que ça nettoie. Donc ça va être intéressant pour tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est lime, tout ce qui est résidus de médicaments. Ça va nettoyer vraiment le corps, l'acide alpha-lipoïque. C'est pas très cher. Donc numéro 2, je vous ai mis le glutathion. Vous pouvez aussi associer tout ça avec du NAC, donc N-acétylcystéine. Et ce qui est endogène aussi, on a le coenzyme Q10, qui va agir aussi sur la production d'énergie au niveau de l'ATP, qui est aussi un antioxydant. Et ça va être intéressant aussi pour les soucis qui ont des soucis cardiaques au niveau du cœur. Parfois j'en parle quand les gens viennent me voir. Ah, tiens, j'ai un petit souci au cœur. Bah tiens, demande à ton médecin. Peut-être on peut mettre du coenzyme Q10, etc. Naturellement, ça peut être intéressant. D'accord. Et aussi au niveau de la peau, etc.
Et en exogène, si vous voulez des trucs naturels, vous avez la vitamine C qui est un antioxydant, la vitamine E, donc le bêta-carotène, carotte, et le sélénium. D'accord. Numéro 8, alors les meilleures plantes anti-inflammatoires. Donc les plantes anti-inflammatoires, elles vont agir sur ce qui est la LOX et sur ce qui est la COX. Donc j'ai essayé de vous trouver des plantes qui agissent sur les deux pour que ça soit simple. Donc je vous ai mis numéro 1, le curcuma, qui est très connu, je ne le présente même plus, hein, d'accord, qui est aussi utilisé en tant que colorant d'ailleurs, qui est un anti-inflammatoire systémique comme la crinière de lion, je vous le rappelle. Le gingembre, qui est très connu, ça, ouais, je vous le dis, mais vous le savez, hein, mais je vous le dis. Donc pensez à mettre du poivre avec, d'accord, ou à prendre bien quelque chose qui est avec du poivre. Et aussi, qui est un peu moins connu, mais qui est, en vrai, je trouve que c'est même mieux, le Boswellia serrata, d'accord, qui nous vient de l'Ayurveda. Donc en pré en tisane, j'aurais pu vous parler de la reine des prés, j'aurais pu vous parler aussi de la griffe du diable, vous voyez, Arpagophytum, etc. Donc le Boswellia, c'est un substitut, c'est une alternative à l'Arpagophytum. Perso, je préfère le Boswellia. Mais c'est pareil, ça dépend de mon cerveau, ça dépend de mon métabolisme, mon ADN, ça dépend chacun. Ça dépend votre polymorphisme génétique. C'est-à-dire les gènes, comment ils s'expriment chez vous. L'expression de vos gènes, d'accord. Et donc, moi, je vous conseille souvent de prendre des anti-inflammatoires plutôt le soir, étrangement. Parce que quand on parle de douleurs inflammatoires, on parle de douleurs horaires. C'est-à-dire que si vous avez mal la journée, il y a plus de chances que ce soit mécanique ou nociplastique qu'inflammatoire. Nociplastique, c'est tout le temps, il n'y a pas de règle. Ça s'arrête, ça reprend, c'est le bordel. C'est vraiment le système nerveux central, un dérangement au niveau du système nerveux central. Mécanique, c'est quand il y a des douleurs pendant l'effort. Mais c'est des raideurs matinales de moins de 10 minutes, quoi. Alors que des douleurs inflammatoires, c'est des douleurs, des raideurs matinales de plus de 20 minutes, une demi-heure. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc plus la raideur matinale est longue le matin, bah, plus c'est inflammatoire en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc les douleurs inflammatoires, c'est celles qui vous empêchent de dormir. C'est pas les douleurs mécaniques qui vous empêchent de dormir le soir. Donc s'il y a des douleurs nocturnes, c'est de l'inflammation. Donc si c'est de l'inflammation, je vous conseille de prendre des anti-inflammatoires de préférence le soir avant de vous coucher. Sachant que je vais vous conseiller des plantes antidouleurs qui sont aussi anti-inflammatoires. Mais, et aussi le matin. Donc par exemple, vous pouvez, par exemple, hein, c'est un exemple, ouais, vous pouvez par exemple vous prendre du Boswellia serrata le soir, et le matin, vous faire une tisane de curcuma gingembre. Par exemple. Voilà, c'est des petits conseils que je vous donne. Voilà. Bon, j'ai pas envie de vous... Il y en a tellement d'anti-inflammatoires, je pourrais faire une vidéo entière, mais ça sert à rien. Je vous ai donné vraiment ceux que je trouve le plus intéressant et simple à mettre en fait, en place. D'accord. J'aime bien quand c'est simple. Donc les meilleures plantes anti-stress. Bon, j'ai plus de lumière, c'est pas grave. C'est la batterie, donc c'est pas grave. Donc hop, oh, tiens, c'est magique. Les meilleures plantes anti-stress, donc c'est des adaptogènes. Attends, je m'occupe de ça. Voilà. Les meilleures plantes anti-stress, c'est des adaptogènes. Donc un adaptogène, c'est une plante qui agit de manière non spécifique, qui agit un peu sur tous ces neurotransmetteurs qui se cassent tous la gueule d'un coup, vous avez compris. Donc qui sont anti-inflammatoires et qui agissent sur tout en même temps. Ça que j'aime bien. Quand il y a un stress, une dépression, un TOC, je conseille souvent, ou un TDA, peu importe, je conseille souvent des adaptogènes. Quand il y a une douleur, systématiquement, j'en mets un le matin. Parce que on va capter la sérotonine, en fait. Déjà, qui va devenir de la mélatonine le soir, vous comprenez? Donc, numéro 1, que je trouve très intéressant, qui nous vient encore de l'Ayurveda, j'ai une affinité quand même avec l'Ayurveda. Le seul truc que je conseille de la médecine chinoise, c'est la crinière de lion. Ils ont sûrement d'autres choses, hein, mais je ne suis pas un spécialiste de ça. Mais l'Ayurveda, j'ai trouvé qu'ils ont des compléments très très intéressants d'une manière générale. Ils sont très intéressants. L'ashwagandha, mais du KSM 66, donc c'est un ginseng, comme le maca et comme d'autres, hein, d'ailleurs, comme le Panax ginseng par exemple des Chinois, on parle des Chinois. Donc l'ashwagandha KSM 66, c'est une plante d'Ayurveda, une plante de femme, mais pas que, vous pouvez quand même la prendre si vous êtes un homme, qui est anti-inflammatoire, qui va agir au niveau de la VO2 max, c'est-à-dire du taux d'oxygène dans le muscle, et donc dans le sang, et donc dans le cerveau, vous comprenez. Ça va avoir aussi, c'est aussi un régulateur hormonal, donc c'est intéressant aussi si vous êtes une femme. C'est un truc que je conseille aussi systématiquement, mais je le trouve un peu dur pour l'estomac des fois, donc il ne va pas à tout le monde, d'accord. Donc renseignez-vous. Et donc on parle de plusieurs axes, c'est-à-dire que ça va agir sur tous les axes en fait, tout ça, sur la dopamine, sur la sérotonine, sur le cortisol, etc. Par exemple,
Vous avez le rhodiol, que je conseille souvent aussi, rhodiol rosea, qui est la plante des Vikings, qui est un des plus étudiés des adaptogènes, qui a présenté le moins d'effets secondaires en fait, ils ont vu que ça a diminué le taux de cortisol dans la salive. Donc c'est le stress, l'hormone du cortisol, c'est l'hormone du stress. Vous pouvez le prendre si vraiment... ouais. Et souvent il est associé avec d'autres choses, avec du safran et d'autres choses, et du ginseng d'ailleurs. En deuxième, je vous conseille le maca. Maca qui est aussi un ginseng, mais un ginseng péruvien, alors que la ashwagandha c'est un ginseng indien, alors que le panax ginseng c'est un ginseng chinois. Donc j'aime bien le maca. Plante d'homme, c'est aussi beaucoup conseillé. Les adaptogènes sont souvent conseillés en musculation, mais c'est une plante qui va aider à votre résilience, c'est-à-dire à augmenter votre volonté et faire face au stress en fait. Ça va rééquilibrer un peu tout ce syndrome général d'adaptation. Ça va un peu remettre le barème à zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va un peu rééquilibrer. Parce que quand il y a une douleur, le niveau de référence neurochimique, c'est plus le même à force. Vous voyez, vous avez le cerveau qui fait de l'adrénaline et le cerveau qui fait de l'opioïde, qui vient freiner. Adrénaline, opioïde. Et le souci, c'est que les endorphines, il n'y en a plus. Le niveau de référence neurochimique, c'est plus le bon. Et même l'adrénaline, elle en peut plus parce qu'il n'y en a plus parce que c'est trop long en fait. Elle est plus effective en fait. Et du coup, vous êtes dans cet état d'instabilité. Et donc cet état d'instabilité, c'est la douleur. Vous comprenez? Système sympathique, je fais face au danger. Système parasympathique, régénération, repos. Deux systèmes binaires. Binaire par essence instable. Et donc une pathologie, pour moi, c'est une instabilité au niveau du système nerveux central. On pourrait parler de yin et yang, mais en vrai on parle de nerf vague, nerf trijumeau. Système sympathique, système parasympathique, et ils se font la guerre. Il n'y a aucun consensus possible. Tu en as toujours un qui tentera de remplacer l'autre. Et donc il faut augmenter votre système parasympathique pour qu'il fasse faire fermer sa gueule au système sympathique pour qu'il puisse se restabiliser et pouvoir fonctionner en synergie, ce qui n'est plus le cas, à cause de l'empreinte durable laissée dans le cerveau par la douleur chronique, c'est-à-dire la sensibilisation centrale, vous comprenez. Donc je vous en ai mis un bonus, c'est la damiana, par exemple pour les femmes. Donc la damiana c'est intéressant, c'est parce que c'est une plante que vous pouvez prendre en tisane, mais aussi fumer. C'est un régulateur hormonal, c'est aussi un anxiolytique naturel, et c'est un adaptogène qui va vous aider à résister au stress, ce qui est intéressant aussi. C'est une plante un peu moins connue, c'est pour ça que je vous l'ai écrit. Donc les meilleures plantes antidouleurs, on a sûrement dans la préférée de tout le monde. Donc les plantes antidouleurs. Donc je vais en commencer une qui est interdite, mais pour moi qui est une des meilleures. Pour beaucoup de gens, elle pourrait être une des meilleures en tout cas. Voilà, disons ça comme ça. C'est le kratom. Kratom, je vous l'écrirai. Donc le kratom, ça a été une plante qui a été interdite il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques années en France, qui est un substitut de la morphine naturelle. C'est la même famille que l'ayahuasca, mais il n'y a pas les effets hallucinogènes qu'on a. Donc ça a un côté qui est beaucoup moins accrocheur que la codéine, mais c'est plus puissant que la morphine. C'est pour ça qu'ils l'ont interdite. Et vous avez un risque d'addiction, certes, mais un risque d'addiction qui est moindre par rapport au tramadol ou à la codéine, par exemple. On va pas, je pense que c'est parce qu'elle chauffe la lampe en fait. On va pas oublier que la première cause d'overdose mortelle en France, c'est les antalgiques de synthèse. Que 60% des décès sont des femmes et que 90% des prescripteurs sont des médecins généralistes. Parce que augmenter la dose, parce que la personne, elle tolère de plus, elle a mal, elle voit que son cerveau s'habitue. Parce qu'il n'y a pas de travail parallèle au niveau de la cause et qu'il n'y a pas de mise en autonomie par des massages, par des étirements, parce que le massage est antalgique, l'étirement est antalgique, mais il n'y a pas de réintégration. Il va falloir faire de la contraction en fait, consciente, du renforcement, c'est ça qui va avoir des effets durables, même si ça ne sert pas à rien, parce que le massage, l'étirement ne sert pas à rien, les plantes ne servent pas à rien, le froid, le chaud, l'acupression, les tapis d'acupuncture, etc. ne servent pas à rien, mais tout ça, c'est pour ouvrir la fenêtre d'intégration sur le vrai travail qui est le renforcement. Et quand je serai assez fort, j'aurai plus besoin de moduler mon système immunitaire comme ça. Vous comprenez? Le seul traitement, c'est le mouvement, mais pas n'importe comment. Faut-il associer tous les facteurs pour que je puisse réapprendre et trouver la cause de la cause, l'étiologie. Je vous ai dit, il n'y a que 4 causes d'origine fonctionnelle quand ça ne se voit pas. C'est déséquilibre musculaire, postural, raideur articulaire, hypoextensibilité locale. On a mal là où ça ne bouge pas, on a mal parce que ça bouge trop. Parce qu'ailleurs, ça ne bouge pas. Ce qui fait mal, c'est l'étirement des hypoextensibilités locales,
c'est-à-dire que vous avez des algorécepteurs dans le tissu conjonctif, le tissu mou, qui sont étirés et s'envoient des influx nerveux douloureux. C'est pour ça que vous avez des positions de déclenchement à la douleur, où vous avez une hypermobilité, ça bouge trop, parce qu'ailleurs ça ne bouge pas, une hypermobilité en réponse à une rétraction à distance. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc le kratom est intéressant là-dessus, c'est que c'est un antidépresseur naturel, au niveau il est très puissant, et vous avez plusieurs souches, la verte, la rouge, la blanche. Et donc vous allez avoir différentes souches qui vont être plus ou moins euphorisantes, plus ou moins sédatives. Donc la souche qui est vraiment antidouleur, c'est la rouge. D'accord? Donc je ne vous incite pas à prendre du kratom parce que c'est interdit. Je ne voudrais pas, ouais, ce que je veux dire, m'attirer des problèmes, mais sachez que ça existe et qu'aux États-Unis, ils l'utilisent dans certains États. C'est interdit, mais il ne me semble pas dans tous les États. Il y a eu quelques morts au niveau du kratom, comme toujours, surdosage. C'est toujours une histoire de dose, hein, de toute façon. Surdosage ou interaction médicamenteuse. C'est-à-dire que quand tu prends du kratom, bah, tu ne vas pas prendre un médicament en plus, sinon tu vas faire un surdosage, tu vas mourir. Potentiellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours une histoire de dose en fait. Donc il faut être minutieux, peu importe ce qu'on prend, il faut être minutieux sur la dose, il faut être minutieux sur l'interaction médicamenteuse, et le mieux c'est d'en parler à votre médecin. Donc malheureusement, quand ça marche, c'est interdit ou c'est pas encadré. C'est pour ça que personne s'en sort en fait. Parce que les trucs qui marchent, ils sont interdits. D'accord? La kétamine, je pense que la kétamine est beaucoup plus dangereuse que le kratom par exemple. Le kratom, c'est un peu comme un tramadol en réalité, mais t'as pas cet effet gueule de bois en fait. T'as pas cet effet gueule de bois le lendemain. À moins que tu mets une dose de bâtard. Hein. Donc faut y aller, hein. Faut y aller. Et par contre, faut pas conduire de véhicule. C'est toujours pareil. Vous voyez, c'est toujours pareil. Vous avez les mêmes soucis avec une plante qu'un médicament. Faut mesurer le bénéfice-risque. Donc moi, le kratom, j'en ai pris plusieurs fois. J'ai dû en prendre, je sais pas, une dizaine de fois. Je suis pas mort. J'ai pas eu de soucis majeurs. Je trouve pas que c'est pire qu'un tramadol. Mais le souci, c'est que le cerveau, comme toujours, a tendance à s'habituer. C'est que je me rappelle, les premières fois que j'ai pris du kratom, j'ai senti, tu vois, ce côté dépressurisé, tu vois, que vous connaissez certainement, ceux qui ont eu des douleurs chroniques ou ceux qui ont des douleurs chroniques. Mais au fil du temps, tu vois que j'ai plus l'effet. Le cerveau s'habitue, malheureusement. Donc, un cerveau, en général, il se reset en 3 jours. C'est-à-dire que tu prends quelque chose, le lendemain, les effets persistent dans le cerveau, au bout du 3e jour, le cerveau, il se réinitialise. En tout cas, c'est comme ça en psychédélique, sérotoninergique. Donc j'imagine il faut un délai d'espacement entre les prises pour pas que le cerveau s'habitue trop. Donc au lieu de prendre des antidouleurs tous les jours, tu vois, bon, je suis pas médecin, hein, donc prenez ce que je dis avec des pinces et demandez à votre médecin conseil. Il sait mieux que moi certaines choses, d'accord? Il sait aussi prendre plus d'argent que moi, je pense, mais c'est pas la question. La question c'est votre cerveau, il est unique. Donc donnez-lui ce qu'il veut, et ce qu'il veut, c'est avoir l'expérience la plus positive pour faire des ponts. Vous comprenez qu'il y a une plasticité pathologique quand il y a une douleur chronique ou une maladie neuromusculaire ou quoi. Il y a une pathologie, il y a une plasticité pathologique ou anormale et qu'on va pouvoir la combattre par la neurogénèse, créer des nouveaux neurones, mais ces nouveaux neurones, il va falloir les employer dans une plasticité par l'expérience et du coup, ça va me permettre, si tu veux, cette expérience de faire de la plasticité réactive, c'est-à-dire de régénérer mes nerfs, parce que mes nerfs vont pas, je vais pas reprendre des bonnes connexions durables si je fais pas travailler mon expérience avec ce lien neuromoteur. Donc encore une fois, le mouvement, juste corriger, autocontrôler, la contraction, elle est comment? Ouais, je veux dire, concentrique cherche la force, excentrique cherche le contrôle moteur, antalgique cherche l'isométrie. Et isométrie, comme la contraction flash, je vais essayer de reprendre la commande motrice, parce que la douleur est un problème de contrôle moteur. En vrai, c'est la conclusion de mon article que j'ai publié dans une revue médicale indexée à comité de lecture qui était anciennement hébergé par le CNRS. Donc vous me trouvez dans les revues sur le réseau Kern qui s'occupe des universités belges, suisses et francophones. Donc sur la douleur chronique, je suis vraiment dans le plus récent de ce qui se fait en fait, dans les raisonnements les plus innovants qui se font, parce que je ne suis pas conventionnel. D'accord? Donc, je peux dire des conneries, parfois je peux me tromper, il n'y a pas de problème là-dessus, mais j'essaie toujours de vous amener des réflexions pertinentes parce qu'elles sont nuancées. C'est qu'il y a un danger dans toute chose, donc à vous de baisser le bénéfice-risque et à vous de prendre un maximum d'avis de différents thérapeutes, de différents médecins, chirurgiens, etc. Et après, vous fiez à votre instinct et à votre avis propre. Si vous avez la responsabilité et que vous êtes bien informé
des risques auxquels vous vous exposez, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que il n'y a rien sans rien. Et que tout est une histoire de dose. Et que le remède est dans le poison en général. C'est pour ça que les venins soignent. Mais ils ne sont pas utilisés parce que la dose n'est pas bonne. Donc on préfère dire les venins tuent, même si le symbole de la médecine c'est un serpent. Bizarrement, on ne se sert pas des venins de serpent en médecine. Pourquoi? Par contre, on les a étudiés en schizophrénie. Par contre, on a vu qu'il y a des venins de scorpion qui sont antidouleurs, qui pourraient faire des substituts. Et ça, on le sait depuis 2012, qu'on a un venin d'un scorpion qui s'appelle le Black Rock en Australie. Donc les chercheurs qui ont trouvé ce venin, il y en a un des deux que j'ai eu, il y a un collègue, en tout cas un de ces chercheurs que j'ai eu au téléphone qui a fait une thèse sur les venins, et je m'étais un peu entretenu avec lui. Et j'ai parlé à pas mal de chercheurs du CNRS sur les venins en France, et tu vois que les essais ne sont pas faits. Il n'y a pas d'essais sur les humains, bizarrement. Parce qu'on est sur Big Pharma et parce que l'argent n'est pas mis dans la recherche convenablement. Parce qu'on est sur des assurances qui sont pas si énormes que ça en réalité. Donc moi, mon but, objectivement, c'est de republier là 2 articles, j'espère cette année ou l'année prochaine ou plus tard. Je voudrais encore consolider mes publications, donc faire 2 nouveaux articles. Et après, mon but ultime dans cette vie, c'est de faire un essai randomisé avec un ou plusieurs venins pour soigner la douleur chronique de manière définitive, en une seule fois. Je pense qu'on est sur la cellule logique et je pense qu'on est sur la loi du tout ou rien en neuroanatomie. Le réflexe, tu l'as ou tu l'as pas. Et je pense qu'on peut casser le système nerveux central d'un coup, mais que les médicaments qui sont utilisés ne sont pas assez puissants et surtout ne sont pas assez organiques. Et je ne connais pas plus organique qu'un venin. D'accord. Et je vous expliquerai peut-être l'année prochaine, si j'arrive à publier plus cette biologie au niveau des venins, cet intérêt au niveau des venins et ce potentiel thérapeutique au niveau des venins qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. D'accord. Bref, petit aparté. Donc vu que le kratom n'est pas encadré et interdit, c'est difficile, mais vous pouvez en avoir. Ouais, sur internet, on a tout. Mais bon, moi je ne conseille pas de prendre du kratom parce que c'est interdit. Mais je tenais à vous en parler quand même, que vous soyez au courant. Donc plante que je conseille systématiquement, presque, en douleur, c'est le pavot de Californie. Le pavot de Californie qui est légal sur ce coup-là, qui est un anti-inflammatoire, qui est un analgésique et un anxiolytique léger. Et c'est ce que les Indiens d'Amérique du Nord donnaient à leurs enfants quand ils avaient mal aux dents, qu'ils se faisaient mordre par un serpent, ce genre de truc. Donc c'est une valeur sûre. Moi je fais confiance aux vieilles médecines millénaires, ancestrales. D'accord? Pareil, tisane en vrac, pas de gélule. D'accord? Herboristerie. Un qui est un peu moins connu, je vous en avais un peu parlé, la quinquina, la quinine, qui est la molécule qui fait le goût du Schweppes, qui va agir tout ce qui est crampe musculaire, qui va agir sur l'influx de la transmission nerveuse. Et donc c'est intéressant. Et comme c'est pas connu, je vous l'ai mis parce que je trouve que c'est un complément intéressant. Ça va avoir aussi des effets sur le cœur, donc attention, ça peut aider des gens au niveau du cœur, mais ça peut aussi être délétère sur certaines personnes au niveau du cœur. Donc avant de prendre de la quinine, si vous avez des soucis de cœur, mais des douleurs quand même, parlez-en à votre cardiologue. Il sait mieux que moi ce truc-là. D'accord? Donc un qui est pas très connu, c'est pour ça que je tiens à vous le mettre, c'est le lotus bleu d'Égypte. Donc le lotus bleu d'Égypte, c'est légal. Vous avez des effets, mais c'est un psychotrope. Donc en fait c'est légal parce qu'ils connaissent pas. Parce que c'est pas encadré parce qu'ils connaissent pas. Mais le lotus bleu d'Égypte, pareil, pas en gélule, en tisane en vrac, je crois même pas que ça existe en gélule d'ailleurs, c'est pas connu. C'est ce que les Égyptiens prenaient pour faire la fête. Ils faisaient macérer dans de l'alcool pour libérer les molécules, que ça soit encore plus puissant. Ah oui, et j'ai oublié, le kratom, pour le rendre plus puissant, je vous parlais de facteurs enzymatiques et d'activation, vous pouvez prendre du cresson et du pamplemousse pour le rendre plus puissant. Et ben, le lotus bleu, c'est pareil, mais avec l'éthanol, avec l'alcool. Si vous mettez de l'alcool avec du lotus bleu, vous allez le macérer, ça va augmenter la puissance. D'accord. Donc le lotus bleu, vous avez des molécules antidouleurs, de l'apomorphine, si j'ai bonne mémoire, un truc comme ça, et la nucéphérine, un truc comme ça. Et du coup, c'est ce qu'ils prenaient pour faire la fête. Donc ils prenaient avec du vin, ils s'enivraient avec, mais en vrai, vous avez des vertus antidouleurs et antispasmodiques dedans. D'accord? Donc le pavot de Californie, la valériane, c'est antispasmodique aussi, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, c'est antispasmodique. Mais voilà, pas très connu et ça peut être intéressant. Le lotus bleu d'Égypte, c'est aussi utilisé pour les rêves lucides, les trucs comme ça. D'accord? Donc, qui est un peu moins connu aussi, c'est le shilajit, qui nous vient aussi de l'Ayurveda. C'est de la résine de montagne au niveau de l'Himalaya,
qui est riche en minéraux, etc. et qui aurait peut-être potentiellement des effets antidouleurs. Donc c'est un peu moins connu, c'est pour ça que je vous l'ai mis aussi. Parfois, je sais qu'il est associé avec du poivre, de la crinière de lion et du curcuma. Donc allez-y quoi. Moi j'achète tous mes compléments sur la marque Wayworld. Je vous l'écris, je travaille pas pour eux, mais j'achète tous mes compléments parce que je trouve que c'est pas cher et que le rapport qualité-prix est hors du commun. Je vous l'écrirai, Wayworld. Donc un supplément qui est intéressant, je le conseille parfois quand il y a des soucis d'intestin, au niveau de la perméabilité intestinale, qui va resserrer les pores. Mais qui va être intéressant aussi quand il y a vraiment un fort stress, par exemple, après une opération, au niveau post-opératoire. C'est la L-glutamine. La L-glutamine qui est un acide aminé normalement dans lequel le corps ne va pas puiser quand c'est un stress, parce que c'est pas essentiel en fait comme acide, mais dans des rares cas où vraiment quand le stress est trop intense, il va se permettre de puiser dedans. Donc ça se peut que par exemple après une opération, vous pouviez avoir des problèmes d'intestin et on va pas et personne presque je pense, hein, je sais pas, je l'ai pas entendu en fait à part moi, mais peut-être certains le disent, hein, certainement même hein, d'autres thérapeutes, mais le cerveau va chercher de la glutamine dedans et donc vous pouvez avoir des soucis d'intestin après une opération, même si apparemment il n'y a pas de corrélation. Parce que le cerveau va chercher dedans pour faire face au stress. D'accord. Et même si vous faites une cure de microbiote, de probiotiques, etc., donc les bactéries, le substrat des microbes de l'intestin, c'est tout ce qui est fibres, chicorée, etc., tout ce qui est fermenté, etc. Non, pas ce qui est fermenté, mais tout ce qui est fibres, légumes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si j'ai pas ma paroi n'est pas assez imperméable, eh ben mes microbes, mes probiotiques ne vont pas s'implanter dans la paroi intestinale pour changer mon microbiome et faire que je vais synthétiser mes neurotransmetteurs autrement. C'est que ce qui synthétise les neurotransmetteurs dans le cerveau, en vrai, c'est l'intestin. Je vous l'ai dit plein de fois, le vrai cerveau, c'est pas le cerveau, c'est l'intestin. L'intestin, c'est pas le cerveau numéro 2, c'est le numéro 1. Parce que l'intestin peut vivre sans le cerveau. L'inverse n'est pas possible. Le ventre, c'est le centre des réflexes autonomes. C'est la préservation de la vie organique. C'est la sentinelle, il est protégé par le psoas, qui est le muscle qui a le plus de nerfs impliqués dans les réponses de combat et de fuite, qui est la sentinelle du corps s'il y a un danger, peu importe lequel. Et le psoas va subir les contraintes environnantes. C'est le seul muscle qui relie les jambes et le dos. Et donc un psoas stressé, il fait que je me mets en boule. Et je me mets en boule, je fais de la compression sur mes organes, sur mes intestins. Vous avez une étroite relation entre l'intestin et le cerveau, et vous avez une étroite relation entre l'intestin et le psoas. Un psoas qui s'inflamme, c'est un intestin qui s'inflamme. Un intestin qui s'inflamme, c'est un psoas qui s'inflamme. Potentiellement. Et quand vous êtes sur un déséquilibre musculaire du bassin, vous êtes sur une pubalgie et vous avez souvent donc une congestion pelvienne avec. Et on rentre dans tout ce qui est névralgie pudendale et surtout fausse névralgie pudendale, c'est-à-dire syndrome myofascieux complexe. D'accord. Donc pensez à réparer votre paroi. Je vais simplifier, vous en faites pas, on a bientôt fini. Pensez à réparer votre paroi intestinale, si on peut dire ça comme ça, avant de faire des cures de probiotiques. Sinon, ils ne vont pas s'implanter. Elles ne vont pas avoir de terrain pour proliférer et se développer et équilibrer votre flore intestinale et tout ce qui est synthétisation de nouveaux neurotransmetteurs et pH, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Numéro 12, du coup, la vitamine D3. Donc je ne vous ai pas trop parlé de vitamines parce que ça me saoule, mais la vitamine D3, je vous en parle parce qu'elle est immunomodulante. Donc ça va être intéressant pour tout ce qui est polyarthrite rhumatoïde ou n'importe quelle maladie auto-immune. Donc D3, voilà. La seule vitamine qui est toxique à haute dose, c'est la A. Et la A, quand elle est à haute dose, qu'est-ce qu'on a? On a des médicaments anticancéreux qui ont été repris pour faire des Roaccutane. Tu sais, les médicaments qui donnent aux enfants quand ils ont de l'acné, aux adolescents quand ils ont de l'acné, c'est de la vitamine A en surdose. Et donc elle est toxique. Donc ils intoxiquent les adolescents pour combattre l'acné. Au lieu de purger leur foie, au lieu de purger leur rein, au lieu de leur faire des séances de psychothérapie, parce que forcément, quand tu es adolescent, tu as des bouleversements hormonaux, tu as des soucis de famille souvent, des soucis à l'école, avec des petites copines, etc. Tu accumules du stress, et puis il faut s'insérer dans cette vie sociale qui est très cruelle.
Et donc le stress va générer des boutons selon moi. J'ai eu de l'acné pendant longtemps, des cures de Roaccutane, j'en ai fait 2 donc je connais. Mais je sais que j'y suis pas arrivé avec les cures de Roaccutane, j'y suis arrivé comme toujours. J'espère que je vais avoir cette... Vous savez, j'ai encore des douleurs à mon dos, hein. Depuis que j'ai 26 ans, j'en ai 33 aujourd'hui. Et ça fait que depuis l'année dernière, je peux m'asseoir, tu vois, je sais pas, ou cette année, je sais pas si vous avez remarqué, je m'asseyais pas dans mes anciennes vidéos parce que je pouvais pas en fait. Et donc je progresse petit à petit, mais c'est long et c'est dur. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on trouve une solution à n'importe quel problème dans ce monde si on fait preuve de créativité. Et donc je pense que c'était pas le but de la vidéo, mais j'en parle 2 minutes. Je sais que, voilà, au lieu de donner de la vitamine à haute dose, qui est toxique, bah, donner de la vitamine A aux jeunes pour leur peau, mais en naturel, en carotte râpée par exemple. Donnez-leur du zinc, par exemple, qui va aider mais naturellement. Donc le zinc, il me semble, là on l'a le plus naturellement, c'est les huîtres. Peut-être que je dis une connerie, il faut vérifier, mais je ne crois pas que je dis une connerie. Et on a aussi bien sûr dans la viande, mais surtout, on n'y pense pas assez. Tout ce qui est endocrino, perturbateurs endocriniens, le parfum, peut-être ça peut donner des boutons à vos adolescents, déo, surtout le savon. Le savon, pour moi, c'est très très important. Le savon, quand tu vas l'eau elle est calcaire, elle assèche à mort la peau, donc le mieux ça serait de se laver avec de l'eau de source, mais bon, on n'est pas trop riche, ou de mettre au moins un filtre sur le pommeau. La dureté de l'eau va être très agressive pour la peau, avec le chlore et tout. Pensez à un savon sans savon, vous savez, alors, la Roche-Posay, Aven, etc. Ouais, trucs de pharmacie, ouais, je veux dire, bah, c'est important. Donc changer le savon, c'est déjà numéro 1. Ça devrait être numéro 1 pour un dermatologue. De donner un savon Aven, etc. Voir un psychologue, prendre du vitamine A, du zinc, faire de l'art. Faire de l'art, toujours pareil, la créativité, etc. Je stresse moins. Moins je stresse, meilleure sera ma réponse immunitaire. Et aussi l'alimentation, bien sûr, l'alimentation. On devrait faire des programmes de purge pour l'acné, en fait. Des programmes artichaut, radis noir, tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est chélateur, pourquoi pas acide alpha-lipoïque, va savoir, peut-être que le jeune, il a pris des médicaments antibiotiques et remettre des microbes, ouais, ce que je veux dire? Si tu prends des antibiotiques, j'ai un souci avec les antibiotiques, je pense qu'ils fatiguent les systèmes immunitaires plus qu'autre chose, en fait. Même, tu vois... Parce que les antibiotiques font pas la différence en fait entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Ils flinguent tout, comme la chimio, ça flingue tout ce qui est sain, pas bon, ça flingue tout. Mais c'est du lance-roquette. Donc en voulant tuer le mauvais, on tue tout en fait. Et dans le tout, il y a le principe de la régénération. Vous savez, j'y réfléchissais récemment, c'est que le corps il a fait un compromis entre cicatrisation et régénération. C'est qu'on a une peau, on a un corps qui cicatrise vite, pour empêcher les infections, mais on paye ça par une capacité presque zéro de régénération. Zéro par rapport aux animaux. L'étoile de mer, je vous rappelle, je l'arrache, une branche, elle se reconstruit en entier avec une seule de ses branches. Les lézards, les queues, elles repoussent. Les axolotls, ils ont des morceaux qui peuvent se régénérer en eux. On a des poissons qui sont capables de reconstruire des bulbes de leur cerveau entier, mais cicatrisent peut-être moins bien. Je sais pas, mais en tout cas, il y a toujours ce compromis. Cicatrisation, je cicatrise vite, donc je permets de faire de l'imperméabilité pour pas me taper d'infection, mais je paye cette cicatrisation par un manque de régénération. Et donc, mon cerveau va pas pouvoir se régénérer et donc intégrer. Ouais, je veux dire, donc on paye, on a des compromis dans les humains. On n'a pas de griffes, on n'a pas de dents, mais on est debout, donc on voit au loin les prédateurs. Et pareil, on cicatrise vite par rapport à certains autres organismes vivants, comme les lézards ou les axolotls, mais du coup, on va pas avoir de régénération similaire en fait. Il y a toujours une histoire de compromis en tout cas. J'ai pas la réponse à tout, mais je sais qu'il y a une histoire de compromis dans la survie. Et bien sûr faire du sport pour transpirer, éliminer les toxines et créer de l'endorphine. Voilà. Et voilà quoi. Donc je pense qu'on pourrait faire mieux sur beaucoup de pathologies en fait, c'est ça que je veux dire, et notamment pour les adolescents qui sont fragiles. Et je sais que moi quand j'étais adolescent j'étais assez fragile, j'étais assez perturbé, j'étais très perturbé quand j'étais adolescent. Et je sais que j'ai commencé, pour moi tu sais, j'ai pris pas mal de médicaments quand j'étais adolescent. J'avais 18 ans, j'avais fait une grosse dépression quand j'étais petit.
Mettez sous séroplex, dose maximale, etc. Parce que je vais vous faire les plantes de la sérotonine, donc de antidépression, et on va arrêter après, parce que ça va être complet. Et donc on parle d'axe tryptaminergique, parce qu'on parle de sérotonine. Et moi je sais qu'il me donnait la dose maximale de séroplex, de sérotonine, comme si c'était qu'une histoire de molécules, alors que c'est pas qu'une histoire de molécules, c'est une histoire d'utilisation et d'environnement. Si l'environnement familial il est pourri, que tu t'entends pas avec ta mère ou ton père ou qui que ce soit de proche, tu sais que c'est pas un médicament qui va trouver la solution. Tu sais que si tu dors pas, bah, c'est pas un médicament qui va trouver la solution, parce que la pathologie c'est un conflit non résolu en attente de solution. Le rêve est une zone de résolution de conflit. Donc le cannabis fait que tu rêves pas, ou ça va niquer cette capacité à rêver de manière physiologique, ça va pas être bon en fait. Ça va agir sur les ondes du cerveau, ça va pas être bon. Et c'est pour ça qu'on a des schizophrénies qui se déclenchent, je pense, parce que les gens ne rêvent plus en fait. On est dans des sociétés où on ne s'émerveille plus aussi, si tu as remarqué. Et donc on nous apprend plus à faire appel à notre créativité. On nous met derrière des écrans qui imaginent à notre place. Alors que c'est nous en fait les meilleurs écrans. L'un l'autre, je te regarde, je regarde un écran. Je te regarde, je me regarde, les yeux c'est des miroirs. Tu vois ce que je veux dire? Donc on a perdu cet émerveillement qu'on avait quand on était enfant. Et je pense que la dépression c'est ça. C'est un peu cette capacité à oublier de s'émerveiller parce qu'on a oublié qu'on peut créer les choses avec notre imagination. Je sais que la plasticité d'un enfant, jusqu'à ses 4 ans, elle est proche de quelqu'un qui prend des psychédéliques. Tellement il est capable d'imagination, il est capable de voir comme des hallucinations, même si c'est un enfant. Toutes ces conneries d'amis imaginaires, etc., c'est pas des conneries. C'est qu'ils ont une imagination, les enfants, et on leur apprend faut arrête, c'est plus de ton âge ou quoi. Et on nous apprend à arrêter de jouer. Et je vous l'ai dit, le jeu, c'est les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est les émotions. Et je pense qu'on ne devrait jamais s'arrêter de jouer, même en tant qu'adulte. Et je trouve que l'erreur de cette société, c'est de vouloir nous faire devenir adultes. Donc, le but, c'est pas d'être Peter Pan et de pas être responsable, mais le but, c'est de nous faire croire qu'on n'est plus des enfants, que notre âme d'enfant, elle meurt. Alors que notre âme d'enfant, elle ne meurt jamais. Et je pense que il faut continuellement jouer, les amis. Les jeux qui vous font... Ça peut être n'importe quoi. Jeux vidéo, jeux de société... jeux entre vous, jeux entre amis, même jeux débiles entre guillemets, tu vois, il faut jamais s'arrêter de jouer en fait. Donc restez enfant, restez joueur. Votre cerveau il sait ce qu'il a besoin, mais il sait plus comment faire. C'est pas qu'il peut plus, c'est qu'il a oublié. Donc moi j'aurais aimé, moi de l'ayahuasca j'en ai pris 2 fois dans ma vie, donc je vous ferai une vidéo de toute façon que sur les plantes psychédéliques, un de ces 4, sûrement très bientôt, mais j'aurais aimé qu'on me mette sous ayahuasca quand j'ai eu 18 ans au lieu de me mettre sous antidépresseur pendant 2 ans, que ça me plonge plus qu'autre chose. Parce qu'après, quand tu refuses de souffrir, tu refuses d'être heureux aussi. C'est les mêmes zones du cerveau qui s'allument quand j'évoque un souvenir passé que quand j'évoque le futur. C'est les mêmes zones du cerveau quand je souffre, quand j'ai une douleur, que le plaisir. Et donc quand tu empêches quelqu'un de ressentir, de souffrir, tu l'empêches de trouver les ressources en lui pour trouver la solution. C'est pour ça que j'ai un souci avec les médicaments de synthèse. Parce en essayant de mettre les symptômes sur la table au lieu d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, on ne va pas donner au corps ce qu'il attend. Le corps lance des alertes et il dit « Viens voir, ce que tu fais ne me plaît pas. Je ne trouve pas la solution moi, mais je communique avec toi par l'émotion pour que tu viennes me voir. » Donc notre corps cherche à nous parler. Donc à nous d'aller vers lui. Et donc pour aller vers lui, il faut aller vers la nature. Nature, étymologiquement, ça veut dire naissance. Et donc, il n'y a pas la nature et l'homme. Comme je le dis tout le temps, il n'y a pas la nature et l'homme. L'homme, c'est lui-même, fait partie d'un écosystème. Donc à nous d'aller vers cet écosystème et cet écosystème extérieur sur lequel on a prise et cet écosystème intérieur sur lequel il n'y a que vous qui puissiez avoir une prise. Donc, les plantes antidépression, si vous voulez avoir l'axe de la sérotonine entier, c'est la griffonia, le millepertuis et le safran pour la recapture. Et là, vous avez les 3. C'est-à-dire que vous avez vraiment trois axes au niveau des neurotransmetteurs, au niveau de la synthétisation jusqu'à la recapture. D'accord. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous avez votre taux de sérotonine correct que vous n'allez pas être en dépression. C'est ce que je veux vous dire. C'est pas aussi simple. Ils ont vu que les gens qui se suicident, c'est pas qu'ils ont un souci de sérotonine en vrai, c'est qu'ils savent pas l'utiliser même quand ils en ont. Parce qu'on voit bien qu'il y a des dépressions pharmacorésistantes. C'est pas un hasard.
C'est parce qu'il n'y a pas d'intégration, parce que je ne modifie pas mon comportement, parce que je ne fais pas appel à mon imagination. Vous comprenez? Et donc je ne fais pas d'introspection. C'est que les gens qui se suicident, ils ont deux aires du cerveau qui s'allument. La prise de décision et, j'ai oublié l'autre, au niveau de l'hippocampe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en tout cas, si tu as une des deux, bah, tu te tues pas, mais si tu as les deux en même temps avec la prise de décision, boum, là tu te tues. Et ça, c'est un docteur américain, un neurologue américain qui a mis ça en évidence il y a assez récemment. Donc les gens qui se suicident, à 50%, c'est une rupture amoureuse qui est le facteur déclencheur. Mais c'est pas vraiment ça, c'est que vraiment il y a une décompensation psychotique en vrai. C'est que le traumatisme, il se stocke dans la zone somatosensorielle du cerveau sous forme fragmentaire. Il n'est pas vécu comme l'expérience globale. Ce que je veux te dire, c'est que quand tu as une rupture amoureuse, c'est comme un deuil. C'est comme quelqu'un est mort, c'est pareil. Et ça réveille toute la zone dans laquelle tu as stocké tes émotions négatives. Les émotions négatives, on ne les oublie pas. Elles se stockent, elles se stockent, elles se stockent, elles se stockent. Mais quand la soupape, elle est pleine, et que je peux plus stocker parce que j'ai plus de... C'est trop pour mon cerveau en négativité, ça dépasse mon seuil d'adaptation, mon seuil de tolérance au niveau en termes de quantité de souvenirs négatifs que je peux plus faire face, et là j'ai des idées suicidaires. C'est pour ça que les gens qui souffrent de douleurs chroniques, ils ont souvent des idées suicidaires. Mais ils ne veulent pas se suicider parce qu'ils sont tant tristes que ça, ils veulent se suicider pour dormir, pour ne plus souffrir. Ils veulent se souffrir. C'est pas qu'ils sont tristes, hein. C'est qu'ils veulent mourir pour ne plus souffrir. C'est pas pareil, parce qu'ils n'arrivent plus à imaginer le futur autrement. Donc, c'est important de ne pas, même si je vous ai donné beaucoup de plantes qui sont très intéressantes, c'est important de vous concentrer sur les causes profondes et d'adapter un protocole qui est le plus global pour vous. Et donc, il faut dormir, il faut moduler ce message de douleur, prendre les plantes que je vous ai conseillées, faire vos courses et vous autonomiser. Le meilleur médecin, c'est le médecin intérieur, c'est vous-même. Moi, mon rôle, c'est seulement de vous aider à vous guider, à trouver une solution. Je n'ai pas toutes les solutions, mais ce qui est certain, c'est que j'ai des compétences réunies qu'aucun thérapeute n'a en même temps. Ça, c'est certain. Mais surtout, je peux vous donner des clés que vous allez pouvoir extrapoler pour avoir les résultats que vous attendez. Ok ? Donc n'hésitez pas à me consulter dans la vraie vie. Je vous fais des bisous les amis. J'essaierai de vous faire une vidéo plus exercice la prochaine fois. D'accord ? Et voilà. Donc likez, partagez, commentez, abonnez-vous. J'ai bientôt 1000 abonnés, ça serait bien que je les ai. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé ou un petit commentaire. Si vous avez des suggestions ou une question, je prendrai le temps dès que je peux pour vous répondre. Il n'y a pas de problème. Donc bons exercices. Je vous envoie beaucoup de courage. Et je vous envoie beaucoup d'amour aussi. Et priorisez-vous. Même si c'est bateau, priorisez-vous. Il n'y a que vous qui savez ce que vous vivez. Et je suis certain qu'il faut rester positif et qu'il y a une solution à tout. Il y a une solution à tout. Et ça ne fait aucun doute. Le doute, c'est un luxe que quand on a une maladie chronique, j'aime pas le mot maladie, je préfère le mot dysfonctionnement. Parce que maladie, ça veut dire... voilà, une maladie, ça n'existe pas vraiment dans le sens où c'est qu'une expression pathologique. Donc si on parle d'expression pathologique, on parle d'épigénétique et d'expression génétique, sachant que le gène ne s'exprime que par son environnement. Pour moi, une maladie, c'est un manque de cohérence. Et c'est un dysfonctionnement parce qu'il y a un manque de cohérence. Et donc, il faut essayer de mettre un maximum de cohérence. Donc, essayez de mettre un maximum de cohérence avec vous-même, au niveau de tous les pans de votre vie. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci les amis, prenez soin de vous.